Quelles annonces nous réserve Apple lors de la WWDC, sa conférence des développeurs qui ouvrira ses portes lundi 6 juin? Quelles avancées pour iOS 16, mais également pour sa déclinaison pour iPad et le prochain macOS 10? À l'heure où les rumeurs se multiplient sur l'arrivée d'un nouveau système baptisé RealityOS, faut-il croire au lancement prochain de lunettes de AR? Quid d'un MacBook Air M2, voire d'un nouveau Mac Pro? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Merci encore pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, surtout que désormais vous avez plein de nouveaux formats qui arrivent, à commencer par les ORLM Express présentés par l'ami Octave, ou encore un nouveau format que j'ai le plaisir de vous présenter chaque semaine, s'appelle Genius by ORLM. Je réponds à toutes vos questions, n'hésitez pas à regarder, c'est tous les mercredis soirs. Avec comme chroniqueur en plateau cette semaine, à mes côtés, Stéphane Zibi de Ionissi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Laurent Pantanach à tes côtés de Calacouche et de Bastia. Bonjour Laurent, ça va bien? Très très bien. Tu as bien révisé, il y a plein de choses pour cette WWDC et on avait besoin d'un expert. Notre Géo trouve tout des puces. Ah oui, des puces Apple Silicon dont les infos et prédictions sont aujourd'hui reprises par les grands leakers de YouTube. Il s'agit bien sûr de Fred Crassa. Bonjour Fred, comment ça va? Bonjour à tous, je vais très bien. Alors, tu vas tout nous dire, Fred, sur la puce M2 qui pourrait équiper le prochain MacBook Air, mais aussi la super puce réservée au Mac Pro. On va voir ça dans un instant. Sans oublier celle qui pourrait équiper les Apple Glasses, les lunettes d'Apple de réalité augmentée. N'oubliez pas, lundi 6 juin à partir de 18h30, nous serons en direct. Toute l'équipe de ORLM se mobilise pour faire vivre l'Apple Event, la WWDC, la conférence des développeurs Apple. Nous prendrons l'antenne une demi-heure avant, 18h30 jusqu'à plus soif. On vous fera vivre en direct et en images et en traduction simultanée toutes les annonces d'Apple, iOS 16, macOS 12, iPadOS et peut-être le MacBook Air, peut-être un Mac Pro et peut-être des lunettes de réalité augmentée. Rendez-vous donc lundi à partir de 18h30 sur la chaîne YouTube d'On refait le Mac. Un mot également sur notre boutique ORLM accessible via notre chaîne YouTube ou directement depuis la description de la vidéo. Acquérir désormais des jolis t-shirts. Regardez, toute l'équipe en est équipée ou presque, des casquettes, des mugs, d'autres produits sont à venir. Vous allez voir, une belle manière en tout cas de nous soutenir tout en se faisant plaisir. Et enfin, n'hésitez pas à vous photographier avec vos goodies. Nous publierons les clichés dans l'émission. Cette semaine, un salut et un merci particulier à Mathieu Douet, à qui on souhaite regarder un bon rétablissement. Bon courage, Mathieu. Alors, on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Regardez, quelles annonces d'Apple attendez-vous le plus lors de la WWDC 2022? Et vous êtes une large majorité à plébisciter iOS 16, sans surprise. 50,1%, c'est le lieu privilégié pour présenter les nouveaux systèmes d'exploitation d'Apple. On verra tout à l'heure en fin d'émission quelles sont les avancées et notre wishlist, les vœux de l'équipe de Refait le Mac pour les prochaines versions d'iOS, de iPadOS et de macOS. En deuxième position, vous avez le MacBook Air M2 qui tient la corde avec 29,5%. Il y a beaucoup d'infos qui laissent penser que Apple mettrait à jour son best-seller de portable. Suivi enfin des lunettes de réalité augmentée, 14,7%. Vous allez voir qu'on va beaucoup en parler ce soir. Les rumeurs sont relancées, c'est assez intéressant et c'est assez étonnant, qui laisse à penser qu'il y aura peut-être quelque chose dès lundi. Enfin, le Mac Pro M1, seulement 5,7%. Alors, pas question de chance, mais je pense que c'est question d'intérêt. C'est vrai que c'est vraiment une machine de niche, donc ça intéresse un peu moins de gens. Alors, ça fait des années qu'à chaque WWDC, on parle d'une annonce potentielle, en tout cas de lunettes de réalité augmentée d'Apple. Pourquoi est-elle de retour cette semaine? On vous dit tout. Alors, cap sur RealityOS, c'est le nom qu'Apple aurait choisi pour le futur système d'exploitation qui piloterait son casque de réalité augmentée, virtuelle. Je crois que c'est un dépôt de marque, c'est ça, Laurent? Ouais, en fait, c'est Parker Ortolani de The Verge qui a un peu gratté, fouillé dans les enregistrements des marques et qui s'est rendu compte que le nom avait été déposé et le début de la couverture de la protection du nom, c'est le 8 juin, quoi. Ça, c'est troublant, quoi. Ouais, tu dis, c'est bizarre, la concordance des... Alors, ça a été créé par une société inconnue au bataillon, qui a pas pignon sur rue, qui n'existe pas. Donc, tu vois, typiquement, tu crées une petite société pour pas le déposer au nom d'Apple. Alors, et
Alors, on voit le tweet, regarde, dont tu parlais à l'instant, et c'est vrai que ce qui est confusant, dirons-nous, c'est que c'est simplement 2 jours après la WWDC. En plus, c'est pas la première fois qu'Apple utilise. Exactement. On l'a déjà eu auparavant dans des versions bêta, des builds d'iOS. Ouais. Cette référence à RealityOS, et c'est ancien, hein, je crois, dès 2017, c'est ça? Donc, il y a un faisceau d'indices qui nous pousse à penser que ça pourrait être le sujet. Et tu disais, c'est pas la première fois. Et est-ce qu'il y a... En fait, c'est une technique habituelle des grandes marques qui essayent de garder le secret. Tu vois, ils ne peuvent pas, à visage découvert, dire Apple a déposé cette marque, donc c'est une autre marque, Reality. Et je reviendrai, System. Je reviendrai sur l'annonce de l'iPhone en 2007. Hein. Ouais. Steve Jobs avait commencé en disant « Je vais faire quelque chose qu'habituellement on ne fait pas ». C'est-à-dire présenter un produit qui n'est pas disponible. Parce que, comme on doit le déposer et qu'il y a des réglementations, entre autres, sur les antennes, on sait que ça va partir dans la truc. Donc, je vous le présente aujourd'hui. Je veux que ce soit nous qui vous l'annoncions. Et les marques, elles essayent toujours de jouer avec, et surtout Apple, hein, historiquement, avec ce culte du secret et là-dessus. Résultat des courses, ils utilisent des sociétés dites proxy. Tu vois, société écran. Écran, tout à fait. Et pour déposer les marques. Et puis après, c'est réintégré. Ils font une vente interne. Et puis voilà, quoi. Donc Stéphane, cette marque s'appellerait RealityO System, donc elle a été créée sur mesure par Apple en fait. Hein. Il y a beaucoup de conditionnels quand même. Hein, ouais. Mais la société existe. Hein. La société existe, elle s'appelle Reality System LLC, c'est une société basée dans l'État du Delaware, qui est un État où on peut créer très rapidement des sociétés, même depuis la France. On ne paye pas beaucoup d'impôts, c'est pratique. Elle n'a pas de présence publique, elle n'a pas de site internet, elle est peut-être une société fictive, comme beaucoup peut-être peuvent penser. Moi, je me. Et c'est pas la première fois qu'Apple fait ça. Hein. Non. À chaque fois, ils font ça. Non, ils ont fait ça pour les mises à jour de macOS, comme Yosemite pour les noms, Big Sur, Monterey, et donc toujours cassé derrière Yosemite Research, LLC. Ouais, donc c'est toujours un peu là. Ouais, toujours. Il laisse quand même des petits indices. Hein. Ouais, c'est toujours à la même adresse, donc la même adresse postale. Ouais, donc là, il y a quand même un faisceau d'indices, Fred, qui laisse à penser que même adresse, même technique. Comme l'adresse. Non, mais c'est comme l'invitation. Il y a des choses en réalité augmentée. On pourrait toujours penser que c'est ça, mais peut-être c'est aussi pour nous mener. Ouais, il y a même des lunettes hein, sur. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Ouais, je vais dans votre sens, surtout que RealityOS, c'est un nom qu'on a trouvé quand même dans du code, hein, dans du code de macOS, il me semble, il y a quelques semaines de ça. Donc, je vois pas pourquoi il a ressurgi il y a quelques semaines. Oui, il a ressurgi, voilà. Merci Laurent. Il y a quelques semaines, donc ça fait quand même beaucoup d'infos, surtout qu'on sait qu'il y a quand même 1000 ingénieurs qui travaillent sur la réalité virtuelle et augmentée chez Apple. Bon. Et au-delà, Fred, c'est effectivement pas uniquement toute cette équipe, ces milliers de personnes qui travaillent chez Apple, uniquement pour proposer des fonctions de réalité augmentée pour l'iPhone ou l'iPad avec le LiDAR. Hein, on peut penser quelque chose qui se prépare. Donc, si au possible, on dévoilerait RealityOS à la WWDC, donc dès lundi prochain, mais pas forcément des lunettes, c'est ça. Du moins, c'est ce que Bloomberg pense qu'il arriverait plus tard en 2023. On présente d'abord le système d'exploitation. Et on fait travailler les développeurs, c'est ça un petit peu l'idée, Laurent? Ouais, ça peut être une piste. Ça voudrait dire que le hardware n'est pas prêt. Ça voudrait dire qu'ils dévoilent le fait que le hardware arrive, donc ils perdent l'effet d'annonce. À l'inverse, ça veut dire qu'ils préemptent le marché en disant on est là et donc il va y avoir un, il faut un écosystème, c'est tout à fait. Lunettes, il faut des applications. Sachant que si on reprend l'historique de tout ce qui touche à la réalité virtuelle, de près ou de loin, rappelez-vous la présentation du jeu Lego. C'est quoi? Il y a 2 WWDC, donc où il y a 3 W avec celle-là, ça fera la 3e. Donc on a eu chaque WWDC, on a eu quelque chose autour de la réalité virtuelle, souvent de façon légère, soit avec comment améliorer le lidar utilisé sur au départ les iPads puis les iPhones. Il y a toujours eu quelque chose autour, et on a un peu ce sentiment que là, progressivement, lentement. Le puzzle commence à s'assembler et à prendre forme. Alors, beaucoup de réactions sur Twitter suite à cette annonce possible de RealityOS. C'est plutôt des réactions assez pessimistes, comme Rémi Verrinck sur Twitter. Regardez, les annonces ARVR sont-elles sérieuses? Apple a investi dans Blender, a facilité l'arrivée de Unity aux dépens de Unreal Engine, n'a aucune crédibilité auprès des développeurs ou écosystèmes, et encore... C'est pas faux, hein, ce point-là. Ou encore, regardez la réaction de notre ami Stéphane Becquet également, atteindre
attendre les lunettes de AR. C'est un peu comme pour la voiture. Pour faire quoi? Plus-value, marché. Pour le moment, n'est-ce pas une rumeur pour entretenir les conversations? En tout cas, on voit que Apple n'est pas le seul à avoir des velléités là-dessus. Et enfin, dernière réaction, regardez, de Sébastien Gaillard. Grande envie de nouveaux produits Apple innovants, des lunettes de AR. Mais la pénurie de composants plus l'inflation vont probablement repousser cela à moins 2023, sauf à limiter la sortie aux US. Qu'en dites-vous, la belle équipe de RLM? Les amis, votre avis? Effectivement, aussi, au-delà de la nécessité de présenter le 660 et peut-être pas les lunettes, c'est qu'il faut avoir les composants pour les produire. Et c'est l'enjeu. Alors, on parlera inflation avec vous, mais on va peut-être parler composants et logistique avec Fred. Quel est ton avis? C'est aussi une piste. Il faut laisser le temps de produire la puce, et on sait qu'il y a... C'est pas évident. Ça demande des puces sur mesure, ce genre d'engin. Oui, alors tout à fait, ça demande déjà des puces sur mesure parce que ça a des contraintes et un OS particulier parce que ce qu'on voit avec notamment le casque Oculus Quest, c'est déjà des puces sur mesure parce que ça demande du temps réel en fait, vraiment du une réactivité très forte pour pas avoir, tu sais, ces phénomènes où on se sent pas bien, où il y a un décalage avec l'oreille interne. Oui, donc c'est pour ça qu'on Ouais, le mal de mer, et c'est pour ça sûrement qu'on va avoir un OS, Reality OS, un OS vraiment sur mesure, beaucoup plus réactif, avec des puces qui sont réactifs. Actuellement, c'est Qualcomm qui équipe pas mal de casques avec une puce XR, on en reparlera, et c'est des puces vraiment qui sont capables de gérer 2 écrans de très haute qualité, et surtout beaucoup de caméras intérieures dans le casque, pour regarder le mouvement des yeux, de la bouche, et puis extérieure pour refaire une réalité mixte, puisque je vous rappelle qu'Apple a racheté VR Vana, qui était une grosse boîte montée par un Canadien d'ailleurs francophone, qui avait monté ça et qui a travaillé 3 ans. Il a été racheté par Apple et a travaillé 3 ans avant de partir. Et donc il y a beaucoup de monde. Moi, je suis persuadé qu'ils vont arriver sur le marché. La liste des acquisitions, Fred, tu as raison, est impressionnante. Souvenez-vous de PrimeSense, qui est à l'origine du système de Kinect sur feu la Xbox. Voilà, il y a une vingtaine d'acquisitions rien que dans la réalité augmentée d'Apple, donc il se prépare quelque chose. Concernant le sujet, la question de notre tweetos sur l'inflation, la pénurie de composants, on peut penser qu'Apple n'est pas à l'abri d'augmentation de prix, de fluctuations de prix des composants comme les autres. Ouais, mais c'est la société pour laquelle ça a le moins d'impact. Ils ont une marge énorme sur les produits. Plus de 40%. Mais ouais, en fait, le paradoxe, c'est que Apple, il y a tellement c'est des produits à valeur ajoutée avec tellement de marge que finalement, oui, c'est beaucoup d'argent, oui, c'est des milliards en fin d'année, mais par rapport à une société qui serait juste à l'équilibre, finalement, Apple, l'impact est beaucoup plus faible. Il y a un autre sujet qui est intéressant, et vous savez que c'est un sujet qui me passionne depuis plus de 15 ans. On s'amuse régulièrement avec Fred à recalculer le prix, et le sujet de la taxe Apple. Il y a aussi l'inflation, mais il y a aussi la parité euro-dollar. Et la volonté aussi de sécuriser ces fluctuations de cours. Tout à fait. Et donc là, avec un dollar qui, je dirais, qui s'apprécie, qui est plus fort, ou un euro qui se déprécie, selon de quel côté de la barrière on se place, on pourrait se retrouver potentiellement avec des écarts de prix qui continueraient à s'augmenter, puisque tu vois, alors qu'ils devraient baisser. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais j'ai promis de refaire le calcul de tous les produits. S'il y avait le moins de produits qui étaient annoncés, de refaire le calcul de la taxe Apple sur l'intégralité de la gamme. En attendant, Laurent, Stéphane, Fred, et peut-être pour répondre aux pessimistes qui pensent qu'Apple n'ira pas, la concurrence en attendant fourbit ses armes avec des projets avec peut-être un peu moins d'ambition qu'Apple, on va voir. Google notamment a annoncé des lunettes de réalité augmentée à Google I.O., Stéphane. Oui, Olivier. En fait, le projet de Google, il est beaucoup moins ambitieux que feu les Google Glass qu'on a peut-être un peu essayé, mais de toute façon qui ont été un véritable fiasco. 2011, 2012 Ouais, mais c'était un véritable fiasco, parce que même, je ne sais pas si tu te souviens, quand en San Francisco, les restaurants, ils étaient interdits aux chiens, aux porteurs de Google Glass. On va y venir, mais concrètement, c'est quoi cette annonce qu'ils ont fait? Non, mais c'est en gros, en tout cas, ces lunettes-là n'auront qu'une fonction, celle de proposer une solution de traduction automatique. Ouais. Bon, elle s'affichera sur le verre des lunettes comme des sous-titres. Bon, c'est bien.
C'est assez bluffant. Mais c'est vrai que par contre, là, tu as raison, l'apparence. Je ne sais pas si on peut revoir les images des lunettes présentées J'aimerais bien avec à Google I.O. C'était très beau. Non. Voilà. Elles ressemblent tout à fait à des lunettes classiques. Oui, tout à fait. Et on ne devine pas, contrairement aux Google Glasses d'autrefois, de début d'année 2010, que c'est des lunettes un peu spéciales. Parce que si on remet les images des lunettes de l'époque, on doit avoir un portrait de moi quelque part. Exactement. Je ressemblais plus à un cyborg avec mes Google Glasses qu'autre chose. Ça avait de lunettes que le nom. Ça fait peur. Parce qu'en fait, il n'y avait même pas de verre. Et ceux qui étaient myopes n'avaient pas... C'était partie des développements. Il y avait effectivement une volonté d'adapter pour des porteurs de lunettes. Non, mais en plus, il y a eu j'ai pas changé, vous avez vu. Non, c'est magnifique. Ouais. Les mêmes cheveux et tout. Ouais. Il repousse, ça y est. Non, mais T'es parti en Turquie? Non, pas encore. Faut qu'on relève des fonds pour ça. Exactement, voilà. Donc, non, mais c'est vrai que Snapchat avait sorti les spectacles en version 1 et version 2 et qui ont été des lunettes qui permettaient de prendre des photos, des lunettes de soleil. Ça n'a pas vraiment marché. Il y a Facebook je vais parler de l'Oculus après, donc qui a sorti il n'y a pas longtemps avec un partenariat avec Ray-Ban, pareil, pour pouvoir faire des photos, etc. Donc tu vois, c'est ces lunettes-là qui ressemblent. Lunettes de réalité augmentée, mais par contre, les véritables lunettes de réalité augmentée qu'on a pu voir quand ils ont acheté Oculus, qui ne s'appelle plus Oculus d'ailleurs, parce qu'ils ont remis, ils uniformisent les marques. C'est désormais pour eux un véritable sujet, parce que Facebook s'est renommé Meta, entre autres, parce qu'ils veulent envahir nos ordinateurs. Métaverse, ils y croient à fond. On l'a vu avec les déclarations. Ils ont mis en première ligne donc, leur projet de lunettes VR et travaillent donc, mais sur un projet de réalité mixte. Plutôt haut de gamme. Haut de gamme, le nom de code c'est Cambria. Ouais. Et donc, ils ont réalisé une vidéo de démo. On a vu ça la semaine dernière. Qui donne un avant-goût des fonctionnalités. Et bon, voilà, on a la vidéo qui tourne là, je pense. Moi, je sais pas. Je suis plutôt. On voit effectivement Mark Zuckerberg ces images. Floutées. Oui, ils ont flouté le casque, qui est comme assez volumineux, et on voit une interprétation. On voit l'idée de réalité mixte, c'est-à-dire qu'on a des événements virtuels dans un événement réel. Voilà. Projet Rabbit, quoi. Je sais pas, non, mais l'idée est intéressante de ne pas être enfermé dans un univers. C'est la première pour me faire l'avocat du diable. Le diable, c'est méta, bien sûr. De montrer qu'on n'est pas enfermé dans le monde virtuel. Donc c'est plutôt vers ça que veut tendre aussi Apple, Laurent. Depuis des années, on dit Apple ne peut pas aller dans cet univers, vers ce domaine qui est pas grand public, les gens vont pas se trimballer dans la rue avec un casque sur la tête, c'est trop gros, c'est trop lourd. Tel qu'on l'a vu avec Zuckerberg, c'est pas un casque, c'est pas des lunettes, c'est un casque. Je te dis juste que depuis des années, on entend, et je pense que c'est une bonne chose. On n'a pas tous envie de vivre la vie actuelle à travers. Je sais pas si les casques, les AirPods, avec le mode transparency, donc le mode transparence où tu écoutes à l'extérieur, c'est hyper pratique. Ça reste déconcertant. C'est pas le vrai monde quand tu les enlèves à un moment donné, tu vois. Et pourtant, tu es un peu c'est le son que tu entends, c'est le son qui passe à travers le micro. Il y a un filtre. On n'a pas forcément envie de vivre avec un casque sur la tête. Attends. C'est pas de maintenant, casque, c'est de lunettes. Je sais. Maintenant. C'est pour ça que la vision de Google est intéressante. C'est ce que je veux dire. Vous avez beaucoup critiqué tout à l'heure, et j'ai rien dit, vous avez critiqué les Google Glass version 1. Moi, je ne suis pas un grand fan de Google, mais je leur dis bravo d'avoir lancé ce produit à l'époque, parce que ce produit était un produit hyper novateur. Et quand tu réfléchis, dans le monde B2B, il y a énormément d'usages. Au jour le jour, la médecine, la logistique, trouver le bon produit au bon moment, les centrales nucléaires, appuyer sur le bon bouton, ne pas appuyer sur le bon bouton, tu vois, pour la sécurité. Mais il y en a plein. Ils ont vraiment utilisé ça. Je te donne juste des cas d'usage dans un bateau. qu'en chirurgie, il l'utilisait. Oui, mais je te donne juste, il y a des cas d'usage énormes. Oui, mais Apple à valeur, c'est pas l'univers Apple. B2B, donc ce qu'on espère tous aujourd'hui, ça serait que Apple fasse la jonction entre ces deux univers, c'est-à-dire quelque chose qui saurait être, qui serait le lien entre ce que pouvait être la lunette et ce qu'apporterait le casque, mais dans une lunette. J'apporte juste un point. Juste un point. Il y a quand même quelques analystes qui disent et si c'était le prochain ordinateur. C'est-à-dire que il t'a volé pas du tout. Non, tu y crois pas. Et si c'était le prochain ordinateur, c'est-à-dire qu'en fait, le prochain smartphone. Ou le prochain smartphone. C'est-à-dire qu'en fait, on saute une étape et on se retrouve avec quelque chose. Voilà.
Stéphane. Non, moi, en fait, si Apple se lance là-dedans, je pense qu'ils auront l'ambition, comme pour le smartphone, comme pour l'iPhone, de vouloir bien changer nos vies. Oui, c'est un produit de changer nos vies. Remettre vraiment entre les mains de tout le monde, sur le nez de tout le monde. Comme le smartphone n'était pas un smartphone pour je les vois. Donc c'est sûr que la WWDC, c'est parfait pour lancer quelque chose comme ça, parce que ce produit n'aura de valeur que s'il y a des choses qu'on va mettre dedans. Et pas simplement un logiciel de traduction, même si ce logiciel de traduction est pratique. Oui, bon, mais c'est pas ça qui va te faire sûrement acheter ces lunettes. C'est un usage. C'est un usage, et je pense. C'est pour ça que j'ai du mal à m'imaginer, parce que quand même il y a beaucoup de choses à faire sur l'iOS déjà. Il y a beaucoup de choses à faire sur iPadOS, parce que je pense qu'on attend beaucoup de choses sur iPadOS, parce que voilà, on doit utiliser à fond, on doit aller vers l'appli universelle. Avec les développements de silicone, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire une annonce aussi énorme et développer un nouveau système, un nouveau truc pendant cette ouais. Mais ça c'est mon. Mais j'espère me tromper. On va te sonner un peu sur Fred, sinon on prend déjà du retard. Apple, Fred pourrait clairement avoir, en tout cas, et c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus, un avantage sur la concurrence en disposant, tu en parlais tout à l'heure, de sa propre puce qu'elle pourrait dessiner sur mesure, vraiment concevoir sa solution vraiment par rapport à ses besoins. Quand on voit le modèle de Facebook aussi volumineux, on se dit non, ça ne peut pas être ça la solution pour Apple demain, pour donner envie à tout le monde de se mettre des lunettes sur la tête. On n'a pas un look de cyborg avec le casque de Zuckerberg, c'est peut-être pas la version finale, mais il y a encore des efforts à faire, et on sait que la concurrence d'Apple est obligée d'aller se servir sur étagère chez les mêmes fournisseurs de puces. Tu parlais tout à l'heure notamment de Qualcomm. Oui, tout à fait. Qualcomm, il développe une solution qui s'appelle le Snapdragon XR. Et effectivement, même si on se resserre des technologies des puces de mobile, basse consommation, parce que en général, un casque autonome, et je vois Apple plutôt faire un casque autonome, pas quelque chose qui est branché sur un iPhone ou un Mac, il y a des batteries. Et les batteries, ça pèse. Un Oculus, c'est 500 grammes. Et les rumeurs parlent d'un casque entre 200 et 300 grammes. Et qui c'est le leader de la performance par watt? Qui c'est qui a une puce W1 pour la partie audio, qui est capable effectivement de bien gérer le côté spatialisation du son, c'est quand même Apple. Et qui fait beaucoup de processeurs d'intelligence artificielle, tout intégré, c'est Apple. Donc oui, ils ont une vraie carte à jouer pour avoir un produit différenciant. Et au-delà, on en parlait ensemble lorsqu'on préparait cette émission, Fred, ça expliquerait aussi autant d'énergie, autant de moyens financiers considérables qu'Apple investit depuis des années dans ses puces, pas seulement pour l'iPhone, pas seulement pour le Mac, qui est presque pas une goutte d'eau dans le chiffre d'affaires d'Apple, loin de là, mais qui représente que 10 ou 15% de son chiffre, allez, 20% au grand maximum de son chiffre d'affaires. Là, le potentiel serait encore une fois d'ouvrir un tout nouveau marché avec un potentiel énorme. Donc l'investissement vaudrait vraiment le coup d'investir dans une puce sur mesure pour permettre que ce casque ou ces lunettes de réalité augmentée soient une réalité, parce qu'elles seraient vraiment différenciantes de la concurrence. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on pourra avoir même plusieurs puces, comme je disais, peut-être une partie audio, une partie gestion, comme on avait, je crois, au niveau des iPhones, gestion de la partie géologue, tout ce qui est accélération, gyroscope, etc. On parle probablement de 2 puces, par exemple, pour ce casque Apple. Et puis, moi, je pense que les recherches qu'Apple fait dans ce casque, on va les retrouver aussi. Et c'est ça la magie de faire du soft et du hard, c'est qu'on va retrouver ces avancées-là sur l'iPad, sur nos iPhones, sur d'autres produits, sur les AirPods aussi, qui pourraient bénéficier des avancées faites par le casque. Donc c'est tout gagnant quand même pour Apple. Alors, et je rappelle, il y a 1000 personnes qui travaillent dessus. Oui, c'est beaucoup. C'est considérable. Alors des puces, on va beaucoup en parler avec toi tout à l'heure, Fred, et notamment celles qui équiperont les nouveaux MacBook Air et Mac Pro. Mais d'abord, place au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever et autour de la planète Apple. Et en l'absence de Didier qui teste plein de véhicules, il a beaucoup de chance cette semaine, c'est notre ami Laurent qui s'y colle. Alors, il faut que je prenne c'est mon demi-profil. Le profil, de côté, qui est le moins dégarni. Tu ressembles à Didier, comme ça. Ouais. Bon, première annonce. C'est du lourd, C'est du lourd. Ouais. Apple pourrait rachèterait, il y a quand même le conditionnel, Electronic Arts. Rien que ça.
Boum. Donc, sera en discussion depuis plusieurs mois, discussion ouverte entre Apple et Electronic Arts, pour acheter, fusionner, tu vois, on ne sait pas trop. Il faut se rappeler que Microsoft a racheté Activision Blizzard pour presque 70 milliards de dollars. C'est astronomique. Hein. Il y a d'autres prétendants, il n'y a pas qu'Apple, il y a Disney et Amazon aussi à côté. Hein. Bon, de toute façon, c'est forcément un gros. Hein. Oui, voilà, c'est forcément un gros. Mais selon 9 to 5 Mac, la pomme serait la mieux placée. Alors, en tout cas, j'ai du mal à y croire parce que la pomme, le jeu n'a jamais été le fonds de commerce d'Apple, mais ce serait une manière de rattraper son retard. Mais en fait, le truc, c'est que quand ils rachètent pour le casque, ce serait juste l'élément manquant. En fait, c'est que ces gens-là, ils ont déjà modélisé tout en 3D et donc en gros, ils ont déjà les métaverses déjà de près. Est-ce que Apple va aller là-dedans? Toi, tu y crois pas? Moi, je demande à voir. Ouais. Quand même voir un jour peut-être une console Apple, rêvons un peu. Enfin, ils ont vraiment du cash à cramer, quoi. Allez, deuxième info. 210 milliards de dollars dispo. Ouais, c'est rien pour eux. Après Electronic Arts, Apple Jeux vidéo, on revient à l'Apple Watch. Alors, il pourrait y avoir un appareil photo. Non. Oui. Non. Dans la photo. Alors, attention, mes enfants ont une montre connectée, une petite montre connectée à 70 dollars. Hein. Ouais. Elle a deux caméras, une pour faire le visage, une pour prendre la rue. Donc c'est pas déconnant. Ouais. Maintenant, il y a en fait, d'où vient cette rumeur? Il y a un brevet d'Apple qui montrerait qu'Apple travaille à l'intégration d'un capteur photo dans l'Apple Watch, plus précisément au niveau de la couronne. Maintenant, est-ce que l'idée de prendre une photo en levant le poignet a du sens plutôt que d'avoir une webcam pour prendre une photo ou faire un FaceTime? Souriez, s'il vous plaît. Non, mais pour faire un FaceTime, tu vois, t'imagines plus une caméra de l'autre côté. Tu fais un FaceTime en regardant ta caméra. Exactement. Surtout que tu pourrais faire tu n'aurais plus besoin de téléphone. Tu pourrais faire ton FaceTime avec tes AirPods Pro et tu vois, ça deviendrait le téléphone. Troisième info, alors on revient là, un peu plus à l'actualité, hein. A16 et M2. Donc on parle de deux puces Apple Silicon. Dont on va parler tout à l'heure avec gain Fred. Pourrait être modeste, c'est-à-dire que la prochaine génération des puces qui équiperaient, théoriquement qui équiperont, on devrait dire, qui équiperont l'iPhone 14 et celles qui pourraient équiper le prochain MacBook Air. Lundi, qui sait? Voilà, n'apporterait que des gains modestes en performance, selon le compte Twitter de Shrimp Apple Pro. Pas de passage à la gravure 3 nanomètres, on le savait déjà, et donc du coup elle demeurerait en 5 nanomètres comme celle d'aujourd'hui. Du coup, les améliorations attendues resteraient marginales. Mais je crois qu'on en reparle dans un instant avec... On va voir la roadmap dans un instant avec Fred. Je sens que Fred... Alors qu'il y a deux infos. Il y a deux infos là-dessus. Il y a aussi le fait que peut-être que la puce, la nouvelle puce ne serait adressée que au modèle Pro. C'est à l'iPhone 14 Pro, et que du coup l'iPhone 14 non Pro aurait la même puce que le Pro de cette année. Donc il y a quand même... Je veux le vivre, moi. Allez, quatrième info, rumeur. Alors... en Allemagne, Plan avait fait un cadeau aux Allemands en offrant les vitesses, comme le propose Waze. Ça arriverait... Pardon, pourriez-vous répéter? Voilà, je te disais que... Pardon. Siri, toujours au 13 points, et c'est toujours au meilleur moment où il déclenche. C'est les vitesses qui s'affichent. Les vitesses quand tu roules en voiture. Les limitations automatiques. Et donc... C'est-à-dire les radars. Non. Dans cette zone, la limite est de 60 km/h. C'est pas les radars. Ouais, mais c'est pas mal. Oui, mais ça m'intéresse pas. Et donc, du coup, ça fonctionne déjà. Ça a été activé en Allemagne il y a quelques mois. Ouais. Et ça ça commence à être déployé en France. Donc, ça tombe bien, c'est juste avant l'été. Je trouve ça, c'est plutôt smart. On a vu faire quelques captures d'écran, en effet, de quelques utilisateurs de France et de Navarre. C'est pas ça qui va nous faire utiliser Plan. Non. Ouais, j'aimerais avoir les détections de radar, c'est ça? On les avait avant. Ils ont simplement au tout début. Non, sur Waze, il y avait carrément tout début. Il y avait le radar précis. Il te disait. Mais toujours. Ça a été interdit. Non, aujourd'hui, il te dit un danger, mais un danger où. Non, sur Waze, il y a un radar à tel endroit. Oui. Ensuite, ça a été interdit. Mais tu pouvais aller dans ton téléphone, modifier un flag, le passer de 0 à 1, et tu réactivais. Et en fait, ils se sont fait taper sur les doigts. Ah bah d'accord. Et donc, du coup, maintenant, c'est juste vous entrez dans une zone de contrôle. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Oui, bon. Allez, on revient à Apple on sait Apple qui lâche un peu. C'est ça. Donc, on sait que Apple n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé dans les Apple Store. Et donc, du coup, tu sais ils ont voulu se syndiquer. Donc, Apple a lâché un peu de l'Est. Attention, parce que l'info, c'est de la bombe. Donc, face à la pression syndicale et à l'inflation, donc il justifie en disant que c'est pas seulement la truc. Donc il voulait se syndiquer pour permettre une augmentation de salaire. C'est vrai que dans Apple Store, ils sont un peu pas très très bien payés comparés aux salariés d'Apple
Ouais, ils sont entre 20 et 22 $ de l'heure. Ils sont passés à 20-22 $ de l'heure, ce qui est quand même beaucoup plus cher que beaucoup de salaires américains qui sont aux alentours de 10 $ de l'heure. Hein. Mais alors, il y a une info quand même qui est intéressante. Donc c'est Mark Gurman de Bloomberg qui l'a donné. Hein. Comme Apple ne voulait pas de syndication, ils ont dit bon, on va calmer le jeu. Mais ce qui est énorme, c'est qu'ils ont déployé aussi, en plus de l'augmentation, des machines à café dans les Apple Store. C'est incroyable, quoi. Nous, sur la machine à café, c'est vraiment dans les entreprises européennes, c'est vrai. Les nouvelles, elles sont mieux. Non, mais dans les entreprises, c'est vraiment quelque chose. Avec ton iPhone. Voilà. Et l'augmentation est importante, tu as dit? Oui, 10%. Il passe de 20 à 22 $. Donc, non, mais c'est. Donc voilà. Bon. C'est peut mieux faire quand on voit le cash qu'a Apple. C'est ça. Retour à présent aux annonces attendues lors de la WWDC. On va s'intéresser au nouveau Mac qui pourrait être présenté, à commencer par le MacBook Air, avec une question regardée de Braque et Laurent. Voir arriver Tim Cook sur scène avec à la main une enveloppe à la fin de la keynote avec une slide One More Thing, ça nous rappelle des belles années, en fond depuis la photo de Steve Jobs. Décacheter, sortir le nouveau MacBook Air M2 aussi fin qu'une prise USB-C, ça aurait de la gueule. Oh que oui, on en parle tout de suite. Alors, le MacBook Air M2 est-il en approche? La nouvelle version de ce MacBook Air devrait se voir greffer une nouvelle puce, la puce M2. Que sait-on de la puce M2, Fred? Tu nous as préparé une bien jolie slide. Tout à fait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, elle va suivre la puce M1. On sait, comme disait Laurent, que ça ne sera pas du 3 nanomètres. Alors, ça sera du 5 nano. Alors, il y a plusieurs versions. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Ça peut être du N4, du N5, N5P. Il y a plusieurs variantes. Ce qu'on sait à coup sûr, c'est qu'au niveau CPU, on va avoir une nouvelle génération. Hein. On passe des Firestorm, Ice Storm à Avalanche et Blizzard, hein, qu'on retrouve sur les M1 Pro et Max et sur la 15. Donc on a des cœurs CPU qui vont être plus performants. On va avoir aussi, moi je pense aussi un cache qui va être plus important. Et on garde le même nombre de cœurs CPU pour l'instant. Ouais, mais c'est pas la même. C'est pas tout à fait le même design. Ils ont été optimisés. Un peu plus de GPU, tu as dit, c'est ça? Et surtout 2 cœurs GPU en plus. Donc de 7 à 8, on passe de 9 à 10. Oui, et là, on va peut-être lever, comme je le disais la dernière fois, certaines restrictions, tu sais, sur le nombre d'écrans gérés par la puce M1. C'est le gros défaut aujourd'hui, effectivement. Et ouais, voilà, notamment le Mac Mini, tout ça, on se plaint un petit peu de ne pas pouvoir gérer plusieurs écrans 4K. Donc là, ça serait, je pense, levé. Et puis, ce que peu d'observateurs remarquent, c'est que Apple a probablement l'intention d'augmenter, de changer le contrôleur de la RAM qui sur le M1 sature en fait est saturé par les CPU actuellement. Donc en améliorant les CPU, il va sûrement passer sur une autre technologie de RAM, la LPDDR5 qu'on retrouve sur les autres puces. Et là par contre, on va passer de 68 gigaoctets secondes à 100, ce qui fait une augmentation de plus de 40% du débit avec la RAM. Et on sait que c'est un goulot. Donc, pour ceux qui disent le M2, s'il reste en 5 nano, on n'aura pas beaucoup de performance. Dans la réalité, je demande à voir. Ça sera pour. Donc, on peut s'attendre quand même à des belles surprises, même si le gain, on ne va pas doubler les perfs chaque année. La question que je me pose, Fred, c'est quel sera le rythme de renouvellement de ces puces par Apple? On sait que du temps d'Intel, c'est Intel qui fixait le rythme, et en gros, tous les 3 à 6 mois, on avait droit à ce qu'on appelle un speed bump, une légère augmentation de la fréquence. Là, ce serait quoi la variance le rythme de changement? 1 an, comme pour l'iPhone, tous les ans, on a droit à une nouvelle puce, ou l'iPad, ou 2 ans, comme ça semble se dessiner aujourd'hui? Alors, un an, je n'y crois pas du tout. On avait prévu 18 mois. Si le M1, M2 sortait là cet été, ça serait quasiment probablement le cas. Ouais, quasiment le cas. Dans la réalité, il y a une interview de Tim Yeh qui travaille sous Johnny Srouchi, qui s'occupe vraiment des puces, c'est le grand patron des puces Apple. Et Tim Yeh expliquait, je crois que c'était chez René Ritchie, il expliquait qu'en fait, il savait pas vraiment la durée. Il fallait vraiment introduire le M1 et puis les autres puces pour savoir qu'est-ce qui était le plus raisonnable. Voilà. Et au-delà, il y a la difficulté de produire. Oui. Et l'autre difficulté, on en parle souvent ensemble, Fred, c'est qu'ils produisent essentiellement chez un seul fournisseur qui est TSMC, qui est taïwanais, qui est en Taïwan. Et on sait que Taïwan aujourd'hui est un peu
dans l'œil du viseur de la Chine, comme pourrait être comme l'est malheureusement aujourd'hui l'Ukraine dans l'œil du viseur de la Russie. C'est ça. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes autour de TSMC chez Apple. Ouais, beaucoup d'inquiétudes et puis aussi les ressources de TSMC sur le 5 nano. Tout le monde fait pas du 5 nanomètres, elles sont quand même limitées. Donc, vous voyez dans le pipe de TSMC, Apple, il a plusieurs comment dire choses à produire. Les iPhones, il faut pas louper la saison iPhone. Et ça, c'est voilà. Donc il y a les iPads, l'automne, il y a les Mac. Tout ça, c'est en 5 nanomètres. Donc, je pense qu'il y a des arbitrages et moi, je pense que 2 ans, ça serait quelque chose de pour commencer, qui serait plutôt propre. Ouais, plutôt raisonnable, ouais, tout à fait. Alors, regarde cette réaction de Mano, un fidèle dont on refait le Mac sur Twitter. Plutôt qu'un processeur M2, je m'attends plutôt, pour la W2DC, découvrir un nouveau Mac Pro avec une puce M1 extrême, si c'est son nom, bien sûr. Je pense que le M2, ce sera plutôt la keynote de novembre, à voir. Ce qui ferait un cycle de 2 ans, on en parlait justement à l'instant pour les puces Apple Silicon, de délai qui me semble tenable. Lui aussi, il est d'accord avec toi dans le temps. Donc, un nouveau design tout en couleur à l'instant. Donc, on en parlera à l'instant du Mac Pro, mais les amis, on parlait de la puce. Sur le MacBook Air, c'est quand même une machine iconique d'Apple. C'est la machine la plus vendue d'histoire d'Apple. Là, il y aurait un vrai nouveau design. On peut penser que ça s'inspirerait de ce qu'on a vu déjà sur l'iMac, les amis. Regardez ces images. Ça me paraît compliqué, ça. C'est trop. Mais on a vu que l'iMac a adopté les couleurs. Le MacBook Air devrait suivre, Laurent. Et moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce que comme c'est l'ordinateur, je dirais, grand public, c'est celui le plus vendu, c'est celui que tout le monde a, tu peux te permettre de faire des couleurs. Et même, tu as même intérêt à faire des couleurs. Tu vois ce que je veux dire? Il s'en vend tellement que tu différencies la gamme grand public et la gamme pro. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu... Non, mais je te prends un exemple. Tu prends le M1 Max et tu le fais en 5 couleurs, c'est une connerie. Parce que des gens qui vont acheter des M1 Max, il n'y en a pas des masses. Les gens vont plutôt prendre un M1 Pro, tu vois, c'est... Mais par contre, sur un produit grand public, même à stocker, c'est pas un souci pour Apple, tu vois ce que je veux dire? C'est par rapport à ça, c'est la gestion de... Donc, moi, je pense que ça peut avoir du sens. Moi, j'aimerais bien voir. Ils avaient lancé quand le MacBook Air M1? En octobre ou novembre 2020. C'est ça. 2019 ou 2020? Non, 2020. 2020, donc ça va faire 2 ans novembre. C'est une bonne carrière, il serait temps d'en changer. Et le design du Mac, d'ordinaire chez Apple, quand ils font transition matérielle, c'est-à-dire qu'ils adoptent une nouvelle puce, ils ne cassent jamais le design. C'est la génération d'après. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Donc le MacBook Air a exactement le même design que la version précédente. C'est vrai. On va voir. Il s'agit juste de changer la couleur. La couleur est arrivée sur les iMac, la couleur est arrivée sur les iPad Air, et pas les Pros. Ce serait plutôt pas mal. Toi, tu y crois pas? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Stéphane n'y croit pas. Alors, une chose est sûre, les amis devraient hériter... Non, je dis que c'est too much. Ouais, mais ça serait beau. Un clavier blanc, ça déchirerait. Ces images de Mac Talks Tech que nous a indiqué un ami Fred, encore une fois. Donc, en tout cas, il devrait hériter de pas mal d'avancées que tu as hérité toi aussi sur ton MacBook Pro 14 pouces. Et on pense notamment à l'encoche, qui est au sommet de l'écran, qui devrait également arriver sur le MacBook Air, en toute logique, avec un écran plus petit, 13 pouces. 1080p, une fonction peut-être, il n'y aurait pas d'écran mini LED, s'il y avait à le différencier avec ton MacBook Pro par exemple. Peut-être là, on pourrait, j'espère, gérer plus d'écran, on verra avec la nouvelle puce de chez de la M2 si elle le permet. Et puis on attend peut-être aussi le MagSafe qui est vraiment un joli retour. Moi, j'aime beaucoup sur ta machine. Ouais. Non, c'est vraiment, non, mais c'est vraiment, c'est le prolongement logique de ce qu'on a vécu sur les machines, sur l'année et demie passée, quoi. Donc, on peut penser que les connecteurs soient réservés plutôt à la gamme Pro, tout ce qui est HDMI, carte SD, plus de ports USB-C, lecteur de carte, etc. Ça reste sur le MacBook Pro, sur le MacBook Air, on aurait juste 2 ports, voire 3 ports USB-C ou Thunderbolt. Autre nouveauté attendue, notre Twittos en parlait à l'instant, il s'agit bien sûr du Mac Pro. Quelle puce cette fois-ci va être greffée à la station de travail d'Apple? On va tout savoir avec l'ami Fred. Alors Fred, quelle puce pour le Mac Pro? Quelle architecture qui pourrait être dévoilée lundi? On fêtera les 2 ans lundi de l'annonce de la migration de la puce Intel vers la puce Apple Silicon. C'était le temps que avait donné à Tim Cook pour finir la migration. On y est et il manque une machine à remplacer qui est encore équipée de la puce Intel. Il s'agit bien sûr du Mac Pro. Et je crois que tu as réfléchi non pas à une, mais à 3 pistes possibles pour cette puce, Fred.
Oui, parce que c'est difficile d'être dans les plans d'Apple, hein, de savoir, il y a pratiquement pas de fuite. Donc, moi, j'ai envisagé 3 scénarios. Un scénario rapide, peu coûteux, qui consisterait à prendre 2 M1 Ultra, hein, de les doubler, en fait. Donc, ça serait pas premier le scénario, en fait, c'est-à-dire que tu prends la puce du Mac Studio, hein, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, hein, tu nous as préparé un petit slide pour ça. Et en fait, c'est un biprocesseur, en fait. Tu colles ou c'est 2 puces séparées? C'est 2 puces séparées, mais on va les mettre côte à côte, comme un biprocesseur. C'est ce que tu appelles duplication, hein, c'est ça? C'est une duplication simple. Elle fonctionne de concert, et puis le système se charge de répartir la charge sur les 2 puces. Donc ça, c'est le plus rapide, hein, et ça permet d'amortir. Ouais, du biprocesseur, classique, et puisque c'est un processeur, un Ultra, et ça permettrait effectivement de doubler les performances, d'avoir 2 fois plus de CPU, GPU, etc. Mais voilà, ça c'est le scénario le plus simple, le plus rapide, qui fait qu'on n'aurait pas clairement une nouvelle puce, puisqu'ils ont dit que le M1 Ultra serait la dernière puce de sa famille, mais en l'utilisant 2 fois, on serait cohérent en fait. Bien sûr, ouais. L'autre scénario possible, quel serait-il? Alors celui-là, il est un peu plus engageant, hein, en termes de R&D. Ça serait de faire une nouvelle puce basée sur 4 tailles, donc 4 sous-puces qui seraient connectées un petit peu à la mode M1 Ultra, mais qui seraient connectées entre elles par plusieurs interposeurs, hein. Comme tu le sais, l'Ultra, c'est 2 puces M1 Max avec un interposeur au milieu qui fait la coordination des 2. Et bien là, en fait, on se retrouverait dans ce scénario avec 4 interposeurs, c'est-à-dire des ponts de connexion ultra rapides. C'est ce qu'on voit à l'écran là, c'est ça. C'est ce qu'on voit au milieu. C'est ce qu'on appelle évolution, c'est ça? Ouais. C'est une évolution parce qu'en fait, ça reprend le M1 Ultra, mais ça serait une nouvelle génération quand même de puces qui serait avec plus de mémoire et ça serait pas vraiment de la famille du M1 parce que sûrement qu'à l'intérieur, on reprendrait pas tout à fait le design M1, M1 Pro, M1 Max, hein. Il y aurait quand même pas mal d'évolutions pour adresser ce marché très haut de gamme. Et si on revient à la slide, il y a une 3e option possible. Quelle est-elle? En quoi elle est différente de l'évolution que tu as précédente? Ce que tu as appelé dans la slide suivante, pardonnez-moi, juste après. Oui, voilà. C'est le disruption. Voilà. Voilà. Alors, la disruption, pourquoi je parle de disruption, c'est qu'on reprend pratiquement les mêmes technologies, mais par contre, dans le cahier des charges, il y a quelque chose qui change énormément, c'est que c'est une puce qui va être modulaire et donc ouvert vers l'extérieur. Donc là, c'est pour adresser les gens qui veulent rajouter beaucoup de RAM avec des slots. C'est des gens qui veulent des cartes graphiques, pourquoi pas Apple, externes, et avec beaucoup de PCI, notamment de PCI Express, hein, comme on a actuellement sur le MacBook. Donc c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on a avec le Mac Pro actuel et le Xeon, qui a beaucoup de slots mémoire, hein, on peut monter jusqu'à 1 Tera 5, je crois, et beaucoup de slots PCI Express, mais on pourrait aussi avoir plusieurs ports SSD. C'est quelque chose qui est très ouvert, très évolutif. C'est ce que demande a priori le marché pro, et je ne sais pas si Apple ira jusque-là, puisque c'était un petit peu le reproche qu'on avait fait au studio d'être un peu trop fixe. En tout cas, si on veut une machine modulaire comme l'est aujourd'hui le Mac Studio avec des ports PCI Express, la possibilité de rajouter des cartes graphiques, c'est la voie à adopter. D'un autre côté, c'est un petit peu à l'opposé du discours marketing aujourd'hui d'Apple, Fred, qui dit qu'on veut tout unifier dans la puce, qu'on veut tout concentrer dans la puce, qui simplifie la production, les coûts et qui optimise les performances puisqu'on limite les bus à sa plus simple expression. Oui, tout à fait. Et tout le pari qu'on va voir s'il nous présente le MacBook Pro, et j'espère quand même, parce que la WWDC, elle est là pour les développeurs et pour les gens qui aiment le Mac Pro, mais c'est de savoir est-ce qu'Apple va quand même, au bout d'un moment, à ce niveau-là, dire stop. Cette philosophie-là, elle est vraie pour 95% du marché, mais vraiment pour ces machines-là, les Mac Pro, qui servent, je te le rappelle aussi, en tant que serveur, hein, dans les data centers d'Apple, il me faut de la modularité. Et c'est pour ça qu'on parle d'une autre architecture. C'est pour ça, pour moi, que ça peut pas être la famille M, mais plutôt, je l'appelle la famille X, comme extrême. Et là, ça serait quelque chose, par contre, qui a un fort coût en termes de R&D. Ça voudrait dire que ce travail-là a été fait bien en amont, en parallèle probablement du M1 Max, M1 Ultra. Ça a été fait en parallèle, et notamment pour satisfaire les plus grosses configurations et peut-être aussi la partie data center d'Apple. Oui, mais le coût m'inquiète un peu. Donc, je vois mal Apple investir autant pour une machine
autant de niche qu'est le Mac Pro aujourd'hui, surtout qu'ils ont sorti un Mac Studio qui s'en sort plutôt pas mal, même s'il n'offre pas malheureusement de modularité. On a une réponse assez vite et on aura aussi une réponse quant à sa déclinaison en termes de design. On peut s'attendre effectivement que le gros boîtier qu'on connaît du Mac Pro soit un peu plus compact avec l'arrivée de génération M1 qui ont besoin de moins de dissipation de chaleur que leur alter ego sur Intel, c'est moins qu'on puisse dire, et que la machine soit un peu plus compacte tout en étant plus volumineuse qu'un Mac Studio aujourd'hui. Dernière annonce, les amis, ce soir, on le voit là, voilà, en termes de rapport, il y a quelques leakers qui ont essayé de le matérialiser. Il serait mignon, il serait plus gros qu'un Mac Studio. En gros, ce serait 2 Mac Studio ou 4 Mac Mini. Sachant que le Mac Mini, c'est aussi une piste possible pour lundi. On n'en a pas parlé aujourd'hui, Fred, mais on pourrait voir également le Mac Mini adapter tout simplement le M1 Pro, c'est ça ? Oui, le M1 Pro, pour que les développeurs aient une machine quand même assez performante en complément de leur portable pour faire les mises à jour d'OS, tous les tests. Moins cher que et voilà, et pas le faire sur le portable. Donc ça serait le Mac Mini pourrait très bien supporter un M1 Pro sans problème. Ça tient dans un portable. C'est clair. Allez, dernière annonce plus convenue, annonce au pluriel, celle d'iOS 16 et sa déclinaison pour iPad. Sans oublier le prochain macOS 12, je ne sais pas s'il va s'appeler comme ça. Quelles seront les nouveautés possibles ? Notre wish list. iOS 16, iPadOS, macOS, notre wishlist. Première question, regardez, c'est plus, on va essayer de répondre plutôt à votre wishlist aussi, les amis, sur Twitter. C'est la première question de Gilles Ramy sur Twitter. Est-ce qu'on aura droit à un iOS dans l'interface exploite enfin les grands écrans de nos smartphones Max ? C'est vrai que c'est frustrant de ne pas se dire que finalement, sur ton iPhone 13 Pro Max, tu ne disposes pas forcément d'un affichage spécifique par rapport au mien qui est juste un Pro, quoi. En mode, tu vois, quand tu passes au mode vertical, c'est le cas sur les versions précédentes. Non, c'est le cas là encore. Encore le cas. Un peu. Ouais. Pas. Après, je me suis rendu compte que les gens qui avaient un Max, souvent ils avaient un Max avec un mode grossissant. C'est toujours des personnes un peu plus âgées. Je te remercie. Non, mais ils se servent du fait que l'écran soit un peu plus grand. Pour. C'est quoi, toi? Tu es un grand, toi? Tu es un grand. Moi aussi, la police est toute petite. Les enfants, elle est toute petite, la police. Oui, moi aussi. Ça vient d'un coup, je vous préviens, vous allez voir. Moi, ça me non, mais je sais pas. Moi, je crois pas. Unification des. Non, mais j'ai développé une petite application depuis. J'ai pas mal codé depuis sur le dernier mois. Ouais. Et du coup, j'ai fait sur les deux. J'ai fait sur l'iPhone 12 normal et le 13 Max. En fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas tant d'écart que ça en proportion. Tu vois, ils sont très bien proportionnés, quoi. Tu vois, c'est pas, il n'y en a pas un qui est beaucoup plus haut. Tu vois, c'est juste, il est un peu plus grand, quoi. Un peu plus large. Donc, ouais. Bon. Donc moi, je suis. Alors, si on regarde les rumeurs, les amis, c'est vrai plutôt qu'Apple se concentre surtout sur l'écran d'accueil cette année. Ah ouais. Encore une fois, c'est peut-être avec Stéphane une rumeur qu'a sorti Mark Gurman de Bloomberg. Oui, c'est ce qu'a fait Mark Gurman de Bloomberg encore dans sa dernière newsletter. Et donc Apple aurait beaucoup travaillé sur cet écran de verrouillage avec des nouveaux widgets, avec l'amélioration de la gestion et l'affichage des notifications. Je pense que l'historique, tout le monde le souhaite depuis bien longtemps. J'en peux plus. On clique sur une notification, on veut la retrouver, c'est terminé. Ouais. Surtout, il y a les codes promo. Ah oui, ça peut être utile. Ouais, et un écran de verrouillage toujours allumé, donc en gros, always on display. Donc en gros, comme l'Apple Watch, ouais. Comme l'Apple Watch, voilà. Donc, ça serait top. Voilà. Surtout Android le fait depuis des années. Non, mais Android, il y a plein de choses que fait Android depuis des années, mais qui nous aimerait bien. Par exemple, quand on veut fermer toutes les applications d'un coup. Ouais, ça serait pas mal. C'est un truc tout bête. Il y a un autre truc que fait Android, c'est l'agencement des icônes. Ouais. Tu n'as pas besoin de remplir une page entière. Tu as envie d'avoir une page avec que deux. J'y crois un peu moins, celle-là. Non, je sais, moi aussi, mais elle est pas mal. Tu vois, tu mets les icônes où tu veux. L'écran toujours allumé, ce serait apparemment réservé uniquement aux prochaines générations d'iPhone, pas aux générations actuelles. Donc ça m'étonnerait qu'on le découvre lundi, puisque on le découvrira plutôt en septembre sur la version qui équipera l'iPhone 14 Pro, qui en serait, voire même le Pro Max. Il y aurait que le Pro Max et les 14 Pro qui seront équipés par les 14. Alors, quelques autres avancées vous souhaiteriez aller rapidement? Je ne sais pas, Fred, Stéphane, Laurent, pour iOS, quelles améliorations? On a parlé des notifications. Je crois qu'effectivement, il y a des choses à puiser du côté d'Android et justement la possibilité d'avoir un historique de ces notifications. Une fois qu'on a cliqué sur l'une, on peut la retrouver dans ces historiques. Si on a cliqué, elle disparaît. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Des améliorations du côté d'AirPlay, alors moi, la maison, la santé? Je donne quelques-unes. Ouais. La première, c'est que, une qui n'arrivera pas là,
mais c'est macOS sur iPad. On est dans iOS. Là. Tant que ça monte au cerveau. Non, mais c'est iOS, On iPad. va en parler d'iPadOS. On est sur iOS. Oui, mais du coup, c'est ce truc. Donc, sur iOS, j'aimerais... Quoi, des fonds d'écran personnalisables. Il y a beaucoup de demandes aussi autour de ça. Il y a beaucoup de demandes autour des fonds d'écran. Moi, non, je m'en fous du fond d'écran. Non, moi l'amélioration des notifications et j'aimerais bien le Always On Display, je trouve ça sympa. Ouais, ça. Mais il faut acheter un nouvel iPhone. Hein. Pas de réclamation particulière pour iOS? Bah, si, mais un petit peu comme ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire l'amélioration de certaines applications, et notamment pour écouter On refait le Mac en podcast. Ah oui. J'aimerais bien que l'appli podcast soit vraiment revue de fond en comble. Une musique aussi, hein, dans la même veine. Hein. Ouais. Voilà, ils ont quand même pas mal d'applications qui pourraient être revues. Quand tu veux, par exemple, liker des podcasts, des épisodes, etc., c'est très compliqué, quoi. La navigation est pénible dans podcast, et je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui mériteraient d'être améliorées. Non, mais dans musique, c'est pareil. Musique, Spotify a compris très tôt qu'il fallait séparer le like du fait de ajouter à la bibliothèque. Tu vois, bien sûr. les deux étaient la même chose, quoi. Toi, tu likes, tu ajoutes. Et même pour retrouver son historique de musique. Sur Apple, tu peux liker et ne pas ajouter à ta bibliothèque. Tu peux ajouter à ta bibliothèque. C'est la merde, tu t'en sors pas, quoi. Ouais. Alors, tu parlais d'iPadOS, beaucoup d'attentes également du côté d'iPadOS de la part de nos tweetos. Regardez, une réaction de Mr. S1N. Comment tu traduis ça, toi? Cined. Mr. Cinet, tout simplement. J'attends des améliorations pour iPadOS qui pourraient permettre de complètement remplacer le MacBook par un iPad, mais ça ne serait peut-être pas bon pour le business plan d'Apple, je vous confirme. Par exemple, va-t-on enfin avoir une vraie gestion des écrans externes sur iPadOS? C'est vrai que c'est un gros manque. Alors, là, je t'en donne un truc. Bon, bien sûr, je reprends mon truc, parce qu'il n'a pas voulu tout à l'heure. Oui, il y a un timing à respecter. Vous avez rien. Donc, je te le donne. Moi, j'adorerais avoir macOS sur iPad. On va pas l'avoir, donc du coup, je vais faire une deuxième liste. J'aimerais que iCloud soit meilleur. Ouais. C'est-à-dire que l'intégration avec iCloud soit meilleure, tu vois, instantanée, vraiment mieux. J'aimerais que on ait une gestion du coup des fichiers qui soit meilleure. J'aimerais une vraie gestion des écrans. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un deuxième écran externe, voir la désactivation de l'écran. Mais surtout l'écran, quand tu branches l'écran, t'as un truc qui s'adapte pas. La carte graphique, elle s'adapte pas. C'est juste. Non, mais c'est une transposition de l'écran. Ça sert à rien, quoi. C'est pas ça dont j'ai envie. Donc. Travailler, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et c'est pas ça. Après, il y a des choses qui se passent. Tu vois, l'autre jour, j'ai mis mon iPad à côté, j'ai bougé la souris. À un moment donné, la souris a disparu. Elle était passée à côté sur l'iPad. Donc tu sens que comme il y a des choses qui arrivent, quoi. Ouais. Alors, regarde sa réaction d'Alexandre. Tu parlais de macOS sur iPad. J'attends que le plus d'iPadOS 16 est un mode desktop ou quelque chose de ce style pour un iPad Air 4. J'espère que ça ne sera pas M1 only. En clair, une sorte d'adaptation dans l'univers Apple de ce qui existe sur Surface. C'est-à-dire que tu branches un clavier, c'est un Mac, et tu enlèves le clavier, c'est un iPad. Je n'y crois pas une seule seconde. On a répondu à cette question dans le dernier Genius by ORLM, où j'explique notamment qu'Apple n'est pas trop les objets hybrides, contrairement à Microsoft. Autre réaction d'Iki, Phoenix, une meilleure gestion du multitâche sur iPadOS. Merci, oui. C'est des années qu'on le réclame, hein, ça. Le multi-compte, les fenêtres flottantes, enfin bon... Final Cut Pro. Ouais, oui, voilà. Bon. On les sort à chaque fois, peut-être on les aura un jour. Hein. Ouais. Ou le 1er avril, je sais pas. On se titille avec mon ami Hugo Douchet, qui est UX UI designer, j'en ai déjà parlé dans cette émission, et lui fait un truc pas mal. Il a fait pas mal de formations Swift UI, et lui, il suivait la formation sur l'ordinateur, et il codait sur Xcode de l'iPad, et qui est franchement pas mal. Oui, mais pour faire du code, je veux dire, bon. Ouais, non, mais c'est juste. C'est le début, le début, quoi. Alors regarde, pour enfoncer le clou, cette réaction de Philippe Barcon. Le rêve pour moi serait l'arrivée carrément de macOS sur iPad, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Laurent. Sinon, à quoi servent des puces M1 sur un iPad? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Sur un iPad OS totalement bridé, c'est pas faux. iPadOS pourrait rester pour le modèle R et 9. Donnez-nous de vrais iPad Pro différenciants par rapport aux autres modèles. C'est pas faux. Voilà pour iPadOS. Peu de pistes en tout cas pour macOS, à part son nom de code. Fred, tu n'as rien vu de particulier à part le nom de code de ton côté?
Non, j'ai pas vu grand-chose. Mammouth, le monde cause cette année. Mammouth. Ouais, je trouvais ça drôle. Non, c'est une montagne. Mais non, c'est une montagne d'un parc californien. Il y aurait un sens un peu plus caché aussi en disant qu'on va essayer de dépoussiérer ou dégraisser le mammouth. Ça, c'est l'administration française. On a nos totems concernant les évolutions de. Tactile, tu pourras toujours t'accrocher. Le tactile, je crois que je peux attendre encore quelques années, mais c'est vrai que si on veut avoir du macOS sur l'iPad, il faudra que l'interface s'adapte. C'est pas le mais là, pour l'instant. Moi, je suis pour le tactile aussi. Hein. Oui, mais le nombre, quand je passe 1 heure à travailler sur l'iPad avec le clavier, que je reviens sur le Mac, je pousse l'écran. J'ai le réflexe. Et encore une fois, c'est générationnel. Les nouvelles générations ne veulent pas entendre parler d'un clavier et d'une souris. Ils sont nés, ils ont grandi avec des écrans tactiles. Ça va, c'est dans le sens de l'histoire. Donc, t'es jeune, en fait. Non, c'est pas que je suis jeune. Je te dis, c'est pas nous, c'est la génération suivante. Time Machine on Cloud, moi, ça fait des années qu'on le réclame. Est-ce que vous y croyez pour cette année ? Non. Après, tu sais, ils sont quand même limités à 2 Tera. Le cloud Apple, c'est que 2 Tera. Tu peux pas aller plus loin, quoi. Justement. Que 2 Tera, tu te rends compte ce que tu as 256 gigas sur un MacBook Air aujourd'hui. Vous allez vous calmer, les 2 Tera, tu dis seulement ? Ouais. 256 gigas, tu en mets 2000 gigas, ça te fait 8 MacBook Air. Hein. Ok. Non, mais je dis ça. Family, 2 Tera Family, réfléchis. Pas de vœux particuliers de ton côté, Fred, pour le prochain macOS ? Je sais pas. Je suis assez content. Moi, je suis assez content d'être Big Sur, franchement. Je suis plutôt content. Après, je rejoins un petit peu Laurent sur la partie 2 Tera. Je sais que moi, j'ai pas mal d'archives photos. Et puis, la partie iCloud Drive, elle me prend beaucoup avec tous les slides, tous les documents en PDF, etc. Il faut ranger, Fred. C'est montré. La version actuelle, c'est montré. C'est pas Big Sur. Tu as dit Big Sur. Mais... J'ai dit Big Sur, c'est montré. C'est montré. C'est montré. Moi, mais c'est vrai que moi, je l'utilise avec 2 Tera. Je suis pas encore à 2 Tera, mais je suis pas loin. Je suis vraiment pas loin. Donc, j'aimerais bien avoir un peu plus. Alors, pour conclure, regardez cette réaction de Stéphane Becquet. Il me semble que les derniers OS n'ont été que de bonnes mises à jour. Quelle a été la dernière nouvelle fonction marquante ? Je ne sais plus. Sommes-nous blasés ? En quelque sorte, il reflète une idée qu'on est un peu atteint un plafond de verre en matière de fonctionnalité sur macOS en tout cas, et même pour iPadOS et iOS. Hein. Et est-ce qu'ils sont obligés de faire des mises à jour ? Oui, bien sûr, qu'il y a toujours des pour la sécurité. Mais d'où peut-être la nécessité d'une nouvelle plateforme qui arriverait, une hausse d'exploitation. On revient à Reality. Et tu sais que OS. Apple, en offrant l'OS, ce qui était une révolution quand même de... Ceci est une révolution. Ouais. Non mais ils ont annoncé le fait d'offrir l'OS, donc ça remonte déjà il y a quelques années. Beaucoup de gens pensaient que du coup il y aurait moins d'évolution, mais parce que du coup c'était plus un produit. C'est parce que c'était moins rémunérateur. C'est pas que c'était moins rémunérateur, mais c'est que c'était plus un produit à vendre. C'était juste tu faisais évoluer parce que malgré tout il y a quand même au grand désespoir de Microsoft. Au grand désespoir de Microsoft, bien sûr, qui a quand même exposé son business model là-dessus. Mais ils ont trouvé autre chose depuis. Ouais, t'inquiète. Allez, on aura le temps de dévoiler, de découvrir ensemble dès lundi à partir de, si je ne me trompe pas avec le décalage horaire, parce que c'est pas ma grande spécialité, lundi 6 juin à partir de 18h30 en direct sur le compte YouTube de Refait le Mac. On diffusera le lien sur le compte Twitter et vous aurez une bande-annonce également, vous verrez. Pour tout savoir en direct, suivez avec nous, avec toute l'équipe de Refait le Mac, en images, en vidéo et en français. La keynote, Tim Cook sur scène, on prend l'antenne une demi-heure avant, à 18h30 jusqu'au bout de la nuit, les amis. On compte sur vous pour être avec nous dès lundi à 18h30. En attendant lundi, passons au coup de cœur. Fred, ton coup de cœur cette semaine? Alors, mon coup de cœur, c'est une série sur Apple TV+, que je me gardais. J'avais pas vraiment commencé. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie. C'est Fondation, qui est inspiré de la trilogie d'Isaac Asimov, donc de l'ASF. Ouais. C'est vraiment magnifique. J'ai bien fait d'attendre. Voilà, j'ai voulu savourer ça. Et c'est une adaptation. On retrouve pas tout à fait le roman. Ils ont changé. Ils ont féminisé pas mal de personnages, notamment. Mais c'est vraiment très bien joué, les visuels sont magnifiques, l'histoire est excellente et ça se passe. Il y a des moyens, on sent qu'il y a des moyens derrière. Ouais, il y a vraiment beaucoup de moyens. Ça fait rêver. Et la saison 2 est le jeune producteur que je suis. Oui, voilà.
C'est plusieurs centaines de millions, je crois. Ouais. Et la saison 2 est en tournage et devrait arriver en janvier 2023. Et je conseille vraiment à tous de regarder cette série, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Il y a de très belles idées, de très beaux concepts de science-fiction d'Asimov, et notamment la partie robot, etc. Parce que c'est l'inventeur, Asimov était l'inventeur des lois de la robotique. À voir absolument. De ton côté, c'est une autre série, toujours sur Apple TV+, mais vous n'êtes pas concerté. Hein, Non, en effet. Alors, normalement, donc déjà deux choses. Déjà, à travers ce que vient de dire Fred, et j'avais déjà présenté We Crushed il y a quelques semaines de cela. En fait, Apple peut-être produit moins, mais très bien. Mais de la qualité. De très bonne qualité. Et donc, cette semaine, je vous présente la saison 2 de Téhéran. Normalement, j'aurais pas dû vous le présenter maintenant. Pourquoi ça, c'est avec le visuel de la saison 1, d'ailleurs. Ouais. Mais elle est toujours aussi charmante dans la saison. Toujours aussi charmante, mais simplement parce que là, actuellement, c'est un épisode chaque vendredi. On en est au 5e. C'est long d'attendre. Là, on a le 6e aujourd'hui, donc qui est le jour de cette diffusion. Donc, il y en aura encore 2. C'est des longs épisodes de plus de 40 minutes, voire même on va dépasser, je pense, pas loin des 60 pour les derniers, je suppose. Mais elle est haletante. Et donc, je vous encourage, si vous n'avez pas vu la saison 1, prenez votre temps, regardez tranquillement la saison 1. Voyez la saison 1, rattrapez-moi sur la... voilà. Ça, et donc, vous verrez dans 2 semaines, le 8e. Mais je pense que cette saison 2 est bien au-delà. Non, mais je crois que... Bon, il y a quelques personnes qui l'ont vu là, autour de cette table et derrière l'écran, et je pense qu'ils sont d'accord avec moi. On est sous le charme. Hein. Totalement sous le charme. Voilà. Très bon choix. Moi, j'attends For All Mankind, la saison 3 qui arrive le 10 juin. Si vous êtes fan de SF, de conquête spatiale, je trouve cette série complètement folle également. Et ça part d'un... prenez votre temps pour la revoir également. Hein. Et l'idée, c'est de dire... bien après, en fait, la compagnie Apollo ne s'est jamais arrêtée. Les Américains, la NASA et la Russie a continué à se faire la guerre, entre guillemets, dans l'espace, et donc à pousser la conquête spatiale au maximum. Ton coup de cœur ? Non, c'est pas mon coup de cœur, mais allez voir For All Mankind. Je suis présentateur de l'animation, je peux faire ce que je veux. Non, mais je croyais qu'on était C'est moi le boss. Non, mais moi j'ai le droit. Non, parce que moi j'ai un deuxième coup de cœur, si tu veux. Hein. Non, mais c'est une manière ça s'appelle une transition. D'ailleurs, habit transition, je te donne la parole, mon cher Laurent. Purée. Mais on est en retard, dépêche-toi. Purée. Alors, vous connaissez, on a déjà, et j'ai déjà pris comme coup de cœur les bracelets en cuir avec la boucle. Alors, je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je suis allé faire un petit jogging ce matin, et donc j'ai un bracelet plus sport, mais en cuir avec la boucle de chez Eternel. Et là, ils ont fait un truc incroyable. Ils ont fait un bracelet en cuir marin. Je ne connaissais pas le cuir marin. Le cuir marin. Ouais. C'est marin. Alors, quoi, le du cuir poisson ? marin, c'est une peau de poisson. De marin ? Non. C'est une peau de poisson. De Marines ? C'est une peau de poisson qui est transformée en cuir, qui est tannée pour devenir en cuir. Alors, je connaissais le cuir synthétique en clair du Sky. C'est ça dont il s'agit. Non, en fait, c'est le recyclage de peaux de poissons, par exemple, qui sont dédiés à l'alimentation. Ouais, donc, ils sont déjà... J'ai une question. Est-ce que Les sushis. Non. Non. Et c'est plus résistant qu'un cuir, la façon dont il tanne. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est 2 sociétés françaises. Ouais. Donc, ça plaira. Donc, une, Eternel, est à Toulouse. L'autre est dans la banlieue lyonnaise. Okay. Elle s'appelle Ictio. Et ça veut dire, je crois. Ça vaut cher ? Non, c'est quelques... Non, le bracelet vaut une centaine d'euros. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est un bracelet. L'avantage, c'est que tu le gardes d'une montre à l'autre. Et c'est vraiment très, très... Et la boucle, ils ont fait une boucle un peu qui ressemble au trident de Poséidon, tu vois, dans la forme, c'est un peu l'oméga, c'est le début, la fin. Il y a tout un truc autour de ça. Dans le lien, il y a une vidéo qui présente ça. Je trouve ça sympa. Franchement, je trouve que c'est beau quand des gens sont capables de faire de beaux produits. Un ballon d'or. Voilà. Alors, mon côté, c'est vrai qu'on critique souvent cette marque dans cette émission, mais on les aime bien au fond. C'est bien sûr de Samsung. Tu l'avais déjà mis en coup de cœur, Fred, dans une précédente émission, mais on l'a reçu, on l'a testé. Il s'agit du Samsung M8, le dernier des moniteurs du constructeur coréen Samsung, donc dont le design rappelle furieusement quelque chose. Regardez un certain iMac, sauf qu'il propose une diagonale un peu plus grande, de 32 pouces. Le plus étonnant, ce qui nous a le plus épaté, c'est qu'il embarque plein de fonctionnalités à l'instar d'une télé connectée. Hein. Vous pouvez regarder Netflix, Apple TV+. Il est même compatible AirPlay. Bref, regardez, on prépare un test Aurelium Express qui sera présenté par Octa, qui devrait arriver dans les prochains jours. Restez connectés.
pour découvrir tout sur le Samsung A8. Je trouve que son prix est, vous verrez, est bien moins élevé que les produits d'Apple. Et un design assez proche, même si la qualité de fabrication n'est pas encore au niveau d'Apple. Ce n'est pas du métal, c'est du plastique. Mais c'est assez étonnant. Ça s'appelle le Samsung M8. Soyez au rendez-vous d'ORLM Express. C'est la fin de ce 444e épisode dont on refait le Mac. Déjà, merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. On compte sur vous dès lundi, on le répète, à partir de 18h30 pour suivre le live dont on refait le Mac. Les amis, vous serez au rendez-vous, Laurent? Oh que oui! Stéphane? Tu sais que c'est ma conférence préférée. Bon, et Fred, tu viens nous voir bientôt à Paris? Oui, je viendrai, promis, on fera la fête. On compte sur toi. Et quant à nous, donc, on se donne rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode dont on refait le Mac en direct à partir de 18h30 lundi 6 juin sur YouTube. Soyez au rendez-vous. À la semaine prochaine. N'oubliez pas, pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer également sur le petit pouce. Cela fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.